Dans le salon le plus luxueux de la ville, une femme d'affaires millionnaire décide de transformer une employée invisible en objet de moquerie publique et lance un pari humiliant devant des centaines d'invités et de téléphones portables qui filment. Seulement, au lieu de baisser la tête, la femme en uniforme révèle une assurance froide et une maîtrise technique si rare qu'en quelques minutes, elle change l'atmosphère de l'événement et renverse la situation contre celle qui était sur scène. Lorsque les documents internationaux entrent en jeu, l'élite réalise qu'elle n'assiste pas seulement à une traduction. Il y a des secrets anciens, des noms enfouis et un passé corporatif capable de faire s'effondrer tout un empire. Et à l'instant où l'arrogance finit par tomber à genoux, une arrivée inattendue ouvre une dernière porte. Non pas de vengeance, mais de vérité, de réparation et un choc que personne là-bas ne pourra oublier. Avant de plonger dans cette histoire captivante, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette pour ne pas manquer les prochains récits qui bouleversent des vies. Le lustre de cristal du Grand Palais Paris déversait une lumière dorée sur chaque table couverte de lin blanc, sur chaque flûte de champagne levée par des mains chargées de bagues, sur chaque sourire calculé qui circulait dans ce salon comme monnaie d'échange. C'était la 12e édition de la vente aux enchères caritative Horizon, l'événement le plus couru du calendrier mondain parisien, où hommes d'affaires, politiciens et célébrités se réunissaient sous le prétexte de la philanthropie pour, en pratique, négocier visibilité et pouvoir. Les chaises dorées étaient toutes occupées, des caméras discrètes enregistrèrent les visages, des assistants chuchotaient aux oreilles de leurs employeurs, et au centre de tout, comme toujours, se trouvait René Cavalli-Dumont. À 46 ans, René avait l'allure de celle qui n'a jamais eu besoin de demander la permission pour entrer dans une pièce. Propriétaire du groupe Dumont, un conglomérat allant de la logistique à l'agro-industrie en passant par l'hôtellerie et la technologie, elle avait hérité de l'entreprise de son père à 28 ans et l'avait multipliée par 7 en moins de 2 décennies. Elle portait une robe rouge écarlate que personne dans le salon n'oserait porter avec une telle conviction et parlait au microphone comme si les autres présents étaient le public d'un spectacle dont le protagoniste était déjà défini. Il n'y avait pas de malice consciente là-dedans. Il y avait quelque chose de pire, une indifférence construite au fil d'années de succès ininterrompu. De l'autre côté du salon, près du mur adjacent à la sortie de service, Yasmine Saleh portait un plateau de verre, avec la précision de celle qui a appris à se mouvoir sans occuper d'espace. Elle avait 32 ans, les cheveux foncés attachés en un chignon serré, des yeux marron-vert qui balayaient l'environnement avec une attention presque imperceptible. Elle travaillait depuis 4 mois au Grand Palais, en tant qu'auxiliaire d'événements, toujours aux plus longues heures, toujours lors des plus grands événements. Ses collègues la décrivaient comme silencieuse, polie et étrangement calme pour quelqu'un qui passait des heures debout à servir des personnes qui la regardaient rarement dans les yeux. René était au microphone, présentant le lot le plus précieux de la soirée, une sculpture acquise dans une galerie de Berlin, lorsque son regard glissa sur le salon et se posa sur Yasmine. Il n'y avait pas de raison spécifique à cela. C'était le genre de regard qui parcourt la pièce à la recherche de quelque chose à ternir. René inclina légèrement la tête, interrompit sa propre allocution et dit, avec le large sourire de celle qui est sûre de son propre charme, en pointant dans sa direction, « Écoutez, nous avons besoin de plus de champagne ici, ma belle, où vous ne comprenez les commandes que dans une autre langue. » Les rires fusèrent rapidement, librement, du genre qui n'ont pas besoin de réelles drôleries pour éclater. C'étaient des rires de déférence, du genre que tout un salon produit lorsque la personne la plus puissante de l'endroit donne le ton. Yasmine ne recula pas. Elle ne rougit pas. Elle tourna simplement les yeux vers René avec un calme qui avait la texture de la pierre de savon et répondit assez fort pour être entendue qu'elle transmettait déjà la commande et que, s'ils avaient besoin de quelque chose d'autre que du champagne, il suffisait de le faire savoir. Il y eut une courte pause. René ne s'attendait pas à une réponse. Les personnes invisibles n'avaient pas l'habitude de répondre. Elle fronça légèrement les lèvres, non pas de colère, mais avec la surprise de quelqu'un qui a marché sur un seuil qu'elle attendait creux et qu'elle a trouvé ferme. Puis elle continua au microphone, et le salon retrouva son rythme de conversation superposé et de paris silencieux. Mais ce que personne dans le salon ne savait, à ce moment-là, c'est que René Cavalli-Dumont avait les épaules légèrement plus tendues qu'il n'y paraissait. Dans une fine mallette posée sur la chaise à côté de la sienne, il y avait un ensemble de documents qui l'avaient tenu éveillé
pendant 3 nuits. Des contrats pour une négociation de plusieurs millions avec un groupe d'investisseurs turcs, Karadeniz Capital, intéressé par l'acquisition d'une part minoritaire du bras logistique du groupe Dumont. C'était l'opération la plus ambitieuse des 5 dernières années. C'était aussi à ce moment-là la plus menacée. Les documents étaient arrivés entièrement rédigés en turc, avec une terminologie juridique et financière dense, remplie de clauses qui devaient être comprises avec une précision absolue avant la signature prévue pour le lendemain. 3 traducteurs différents avaient été sollicités. Le premier avait livré une version avec de graves erreurs conceptuelles que le conseiller juridique lui-même avait identifiées. Le second avait demandé 48 heures supplémentaires. Le troisième, recommandé comme spécialiste des contrats internationaux, avait livré la moitié du document avant d'admettre que les références culturelles spécifiques le dépassaient. Le délai ne pouvait pas être reporté. La délégation de Karadeniz Capital embarquait sur un vol de retour le lendemain à midi. René sourit au salon, leva son champagne pour le lot suivant et repoussa la panique sous la surface. C'était ce qu'elle savait faire de mieux, transformer ce qui l'effrayait en spectacle. C'est alors que son assistant, Fabien, s'approcha discrètement par le côté et se pencha pour lui chuchoter qu'un des organisateurs de l'événement, le professeur Marcel Fournier, directeur du plus grand réseau d'écoles de langue du pays, avait par hasard entendu la conversation avec l'employé et voulait dire quelque chose. René fit un geste impatient pour qu'il attende, mais le professeur était déjà à côté d'elle, avec un sourire de courtoisie masquant à peine une curiosité authentique. « René, avec tout le respect que je vous dois, » dit-il à voix basse, « cette jeune femme là-bas, je l'ai vue arriver à un événement précédent et par hasard, je l'ai vue résoudre une confusion avec un groupe de touristes arabes dans le hall. Elle a parlé avec eux avec une fluidité qui m'a intrigué. J'ai ensuite demandé à la direction. Ils m'ont dit qu'elle parlait plusieurs langues. Je ne sais pas combien, mais plusieurs. » René tourna lentement le visage dans la direction de Yasmine, qui à ce moment-là déposait des verres propres sur un plateau avec des mouvements économiques et précis. Il y avait quelque chose dans sa façon de bouger qui ne correspondait pas entièrement à l'uniforme. C'était une observation vague, presque inconfortable, et René la rejeta d'un geste mental. Au lieu de cela, elle ressentit une envie qu'elle connaissait bien, celle de tester, celle d'exposer, celle de transformer le doute d'autrui en son propre divertissement. Elle revint au microphone. Elle attendit une pause entre les lots. Puis, avec le sourire de celle qui est sur le point de faire une blague, elle dit à voix haute, en regardant Yasmine, « On m'a dit que vous parliez plusieurs langues, ma chère. Combien exactement? Parce que je m'agenouillerai ici, devant tout le monde, si vous parlez 5 langues. » Et elle rit, et le salon rit avec elle, et le pari sonna comme ce qu'il était. Une impossibilité élégamment déguisée en plaisanterie. Yasmine s'arrêta. Elle posa le plateau sur la table la plus proche. Elle regarda René avec ce calme qui fendait l'air pur, et dit lentement avec un demi-sourire qui n'avait rien d'anxieux, « Je peux vous aider avec les contrats en turc qui sont dans votre mallette. Si vous voulez, je peux commencer maintenant. » Le salon ne rit pas cette fois. Le silence qui s'ensuivit avait une qualité différente. C'était le genre de silence qui se produit lorsque quelque chose de réel interrompt le scénario d'un spectacle. Le silence ne dura que quelques secondes, mais c'était le genre de silence que les personnes présentes dans ce salon emporteraient chez elles sans pouvoir vraiment expliquer pourquoi il avait pesé si lourd. René Cavalli-Dumont regarda Yasmine, les yeux légèrement plissés, essayant de calibrer si elle avait bien entendu. L'employé n'avait pas dit « je peux essayer d'aider » ni « j'ai entendu dire que c'était en turc ». Elle avait dit qu'elle pouvait aider avec les contrats en turc qui étaient dans la mallette. Cela signifiait qu'elle savait pour la mallette. Cela signifiait qu'elle avait prêté attention à quelque chose que personne autour de René n'avait remarqué. « Comment savez-vous que j'ai des contrats en turc ?» demanda René, et la question sortit plus tendue qu'elle ne l'avait voulu. « Parce que lorsque vous êtes arrivé, un des documents a glissé de la mallette et est resté partiellement visible pendant quelques secondes. Le turc n'est pas difficile à reconnaître pour qui le connaît, » répondit Yasmine sans hâte. « J'étais à 2 mètres de distance. » Marcel Fournier, le professeur qui avait planté la graine de la curiosité dans l'oreille de René, ouvrit légèrement la bouche et la referma. Il se passait quelque chose de didactiquement fascinant devant lui, et il avait suffisamment d'expérience avec le langage pour reconnaître le moment où une personne révèle, sans le vouloir,
que son univers est bien plus vaste que l'espace qui lui a été assigné. René regarda sur le côté. Fabien, son assistant, haussa imperceptiblement les épaules dans un langage corporel qui disait « Je ne sais pas quoi faire avec ça ». Elle regarda de nouveau Yasmine. Le volume des conversations dans le salon avait baissé et il y avait cette tension suspendue de ceux qui perçoivent que le programme a changé sans que personne ne l'annonce. « Très bien », dit René. Et dans sa voix, il y avait un ton qui était moitié irritation et moitié quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer. Elle alla jusqu'à la chaise, prit la mallette et la porta dans l'espace entre elles, près d'une des tables latérales. Elle sortit le premier document et le tendit dans la direction de Yasmine. Alors lisez, à voix haute, la première page. Des gens commençaient à s'approcher discrètement. Des téléphones portables furent levés avec prudence, comme pour ne pas perdre l'angle. Le professeur Marcel se rapprocha. Une journaliste nommée Déborah Castellin, qui couvrait l'événement pour une publication d'économie et de culture, cessa de parler à sa source et détourna son attention vers cette table latérale où quelque chose de manifestement plus intéressant se développait. Yasmine prit le document. Elle parcourut la première page des yeux avec une vitesse qui n'était pas une performance. C'était un balayage. Puis, elle commença à lire en turc avec une prononciation qui ne sonnait pas comme quelqu'un déchiffrant des phonèmes inconnus. Cela sonnait comme quelqu'un pensant dans une langue qu'il connaissait de l'intérieur. Les syllabes avaient du rythme, les voyelles avaient le bon poids, les consonnes ne trébuchaient pas. Un des invités, un homme aux cheveux gris nommé Arif Yilmaz, conseiller en relations internationales pour un fonds d'investissement partenaire de groupe turc, haussa les sourcils et fit un pas involontaire vers le son. Il était allé en Turquie d'innombrables fois. Il reconnut non seulement la langue, mais aussi l'accent. C'était la prononciation de quelqu'un qui avait vécu dans la région, pas de quelqu'un qui avait étudié dans des manuels. « C'est du turc d'Istanbul », murmura-t-il à personne en particulier. « Ce n'est pas du turc de manuel. » Quand Yasmine eut terminé la première page, elle regarda René et dit, toujours avec ce calme, « Voulez-vous que je continue ou préférez-vous que j'explique ce qui est écrit ?»« Expliquez, » dit René plus bas maintenant. Yasmine posa le document sur la table et parla avec la naturalité de quelqu'un qui décrit une carte déjà mémorisée. La première clause traitait de la participation sociétaire échelonnée, avec une entrée initiale de 18% et une option d'extension conditionnée à des objectifs trimestriels de chiffre d'affaires. Il y avait une clause de préférence de rachat qui, si elle n'était pas exercée dans un délai spécifique, transférait automatiquement le droit de vote sur certaines décisions stratégiques à la partie acheteuse. Cela, expliqua Yasmine sans élever la voix, était le type de piège contractuel qui semblait sûr en surface, mais altérait le contrôle de l'entreprise dans des scénarios de croissance supérieurs à la moyenne. L'équipe juridique de René, représentée par 2 avocats qui étaient dans le salon, commença à se regarder avec des expressions mêlant surprise et inconfort. Cela correspondait aux fragments qu'ils avaient réussi à comprendre tout au long de la journée. « D'où savez-vous cela ?» demanda l'un d'eux, le plus jeune, sans pouvoir dissimuler son étonnement. « Parce que j'ai travaillé pendant 6 ans sur des contrats d'acquisition internationale, » répondit Yasmine. Puis elle regarda directement René. « Et parce que je connais le modèle de ce cabinet d'avocats d'Istanbul. J'ai travaillé avec eux. Le salon avait changé, non pas physiquement. Les tables étaient au même endroit, les fleurs étaient toujours les mêmes, le lustre continuait de déverser la même lumière. Mais la géographie du pouvoir dans cet environnement s'était déplacée d'une manière que toutes les personnes présentes percevaient, même sans pouvoir l'articuler. René Cavalli-Dumont se tenait debout devant une employée en uniforme qui, au cours des 4 dernières minutes, avait démontré connaître mieux que n'importe lequel de ses assistants les documents qui soutenaient la négociation la plus importante de son année. La femme d'affaires millionnaire respira profondément. Son instinct était de trouver une issue latérale, une façon de recontextualiser cela comme une agréable curiosité sans conséquences majeures. Mais son téléphone vibra. Elle regarda l'écran et les muscles de son visage se durcirent pendant une fraction de seconde, que seul Fabien, qui la connaissait depuis 12 ans, put remarquer. C'était un message de l'intermédiaire de Karadenise Capital. En anglais direct, la délégation avait été informée que la traduction des documents n'était pas encore terminée. Ils avaient besoin d'une confirmation qu'une professionnelle compétente était disponible pour arbitrer la réunion de signature le lendemain matin. Pas un traducteur générique,
une personne ayant une maîtrise de la terminologie juridique et, de préférence, une familiarité avec le contexte culturel turc. Sans cette confirmation avant 22 heures, il considérerait le délai compromis. René rangea son téléphone. Elle regarda Yasmine. Et cette fois, le regard était différent. Il n'y avait plus l'automatisme de celle qui parcourt du regard le mobilier d'un événement. Il y avait le début difficile, presque douloureux, de celle qui commence à voir une personne là où il n'y avait auparavant qu'un uniforme. « Quel est votre nom ?» demanda-t-elle. « Yasmine Saleh. » René ouvrit la mallette entière sur la table. Il y avait 11 pages. « Pouvez-vous faire une analyse complète ce soir ?»« Oui, dit Yasmine, mais j'ai besoin d'un espace tranquille, d'un accès à un ordinateur avec un éditeur de texte et que l'on me laisse quitter mon service à 21 heures. » Fabien était déjà au téléphone avec le directeur de l'hôtel. Marcel Fournier resta quelques pas en arrière, observant avec une expression mêlant admiration et quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance, comme si cela confirmait une thèse qu'il portait depuis longtemps. Déborah Castellin, la journaliste, avait complètement cessé de faire semblant de ne pas prêter attention et regardait maintenant ouvertement, son bloc-notes mental déjà en marche. Et tandis que le salon reprenait ses conversations avec ce bourdonnement altéré de ceux qui venaient de voir quelque chose d'inattendu, Yasmine Saleh plia le premier document avec soin, passa devant René sans hâte excessive et se dirigea vers la sortie latérale. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, et elle savait aussi que ces contrats n'étaient que le début d'une conversation bien plus vaste. La salle que le directeur de l'hôtel avait prêtée était petite et fonctionnelle, avec une longue table, des chaises rembourrées en cuir beige et une fenêtre donnant sur l'avenue des Champs-Élysées en contrebas, où les voitures formaient un fleuve de phares. C'était la salle de réunion exécutive du 2e étage, normalement réservée au briefing corporatif des clients de longue durée. Ce soir-là, Yasmine Saleh s'y installa avec les 11 documents devant elle, un ordinateur ouvert et une tasse de café qu'elle avait demandé avant de commencer. Fabien avait tenté de rester dans la salle pour suivre le processus, comme il l'avait dit. Mais Yasmine demanda poliment mais sans ambiguïté qu'elle travaillait mieux seule. Il partit emportant avec lui la sensation inconfortable d'avoir été congédié par quelqu'un qui gagnait moins à l'heure qu'il ne dépensait en taxi. À l'étage, dans le salon, la vente aux enchères continuait. René souriait, menait l'événement, applaudissait au bon moment et riait aux bonnes conversations. En apparence, c'était le même spectacle habituel. À l'intérieur, il y avait une agitation qu'elle connaissait bien, la même qu'elle ressentait lorsqu'une variable importante dans une négociation échappait à son contrôle. Sauf que cette fois, la variable avait un nom, un visage et un calme qui la perturbait. À 21h40, Yasmine envoya par message au numéro de Fabien le document complet avec l'analyse en français des 11 pages contractuelles, suivi d'un deuxième fichier avec des notes spécifiques par clause, indiquant 3 points d'attention qu'elle classa comme potentiellement défavorables à l'exécution à long terme. Fabien l'ouvrit sur son téléphone, lut la première page debout dans le couloir et alla chercher René avec une urgence qu'il montrait rarement. René lut dans les toilettes du salon, porte fermée, dans un silence qui dura près de 10 minutes. L'analyse était précise, bien organisée et techniquement dense sans être inaccessible. C'était le travail de quelqu'un avec une réelle formation, pas de quelqu'un qui improvisait. La clause que Yasmine avait signalée comme la plus critique était exactement celle sur laquelle son avocat le plus âgé avait montré de l'insécurité avant que le délai ne se resserre. René sortit des toilettes le téléphone à la main et l'expression réorganisée. « Où est-elle maintenant » demanda-t-elle à Fabien. « Dans la salle 2, toujours. Elle a dit qu'elle pouvait assurer la médiation de la réunion de demain si besoin. » René resta silencieuse quelques secondes, puis « Appelez l'intermédiaire de Cara Denise. Confirmez la médiatrice pour demain. » Fabien ne dit rien. Il se contenta de taper. Dans la salle 2, Yasmine avait terminé le travail principal et relisait les notes finales lorsqu'elle entendit un léger coup à la porte. Elle s'attendait à l'assistant. Mais ce fut René qui entra, seul, sans la mallette, sans le sourire d'événement. C'était une version différente de la même femme, non moins intimidante, mais d'une manière différente. « Puis-je m'asseoir » demanda René. « Bien sûr » dit Yasmine. René tira une chaise et s'assit en face d'elle. Il y eut un silence qu'aucune des deux ne se pressa de combler. Puis René dit « Vous avez été la seule personne ce soir à me dire quelque chose que j'avais vraiment besoin d'entendre.
sans détour. « J'ai fait mon travail, » répondit Yasmine. « Non, vous avez fait plus que cela, et nous le savons toutes les deux. » René regarda les documents éparpillés sur la table. « Pourquoi êtes-vous ici? Apporter des plateaux lors d'un événement avec une telle capacité ?» La question était directe, presque abrupte, mais elle n'avait pas de cruauté. Elle avait la qualité de celle qui a finalement décidé qu'elle préférait la réponse inconfortable au silence commode. Yasmine s'appuya contre le dossier de la chaise. Elle resta un moment à regarder la fenêtre, les phares en contrebas. « Paris a une façon d'effacer les gens qui n'ont pas le bon nom ni le bon prénom, » dit-elle. « Je suis revenue en France il y a un peu plus d'1 an après avoir passé une décennie à l'étranger. Je n'avais pas de réseau de contact ici. Je n'avais pas de référence sur le marché local. J'avais des langues, de l'expérience et un CV que les gens regardaient en se demandant s'il était réel. » Elle fit une pause. « Alors j'ai commencé avec ce que j'avais. Ce n'est pas une défaite, c'est de la logistique. » René écouta sans interrompre. Il y avait quelque chose dans le ton de Yasmine qui ne demandait ni compassion ni reconnaissance. C'était simplement une description de faits. Et cela, d'une certaine manière, rendait le poids des mots plus difficile à supporter que toute accusation directe. « Où avez-vous passé cette décennie ?» demanda René. « Dans plusieurs endroits. Istanbul pendant 4 ans, Le Caire pendant 2, Paris pendant 3, une période à Rome. » Yasmine regarda de nouveau René. « Mon père travaillait dans les relations internationales. J'ai grandi en voyageant. J'ai appris des langues parce que c'était la seule façon d'exister vraiment dans les endroits où je vivais. Votre père y travaille-t-il toujours ?» La question sonna décontractée mais se posa différemment. Yasmine ne répondit pas immédiatement. Elle regarda ses mains. Quand elle parla, le ton était le même qu'avant, mais il y avait quelque chose de plus ferme en dessous, comme un courant souterrain. Mon père a disparu de la vie professionnelle il y a de nombreuses années. Il s'est retiré de tout. Elle n'en dit pas plus. René n'insista pas, mais elle retint cela. Elles convinrent des détails pratiques pour le lendemain matin. Yasmine arriverait à 8 heures dans le hall de l'hôtel, en tenue personnelle. René ferait une lettre de présentation formelle ce soir-là même, afin qu'elle puisse être présentée à la délégation de Karadeniz Capital comme médiatrice culturelle et traductrice juridique. Elle serait payée pour la journée, avec un montant que Fabien réglerait le matin. Yasmine ne négocia pas le montant. Elle dit simplement qu'elle acceptait. Quand René se leva pour partir, elle resta une seconde la main sur la poignée. Sans se retourner, elle dit « À propos de ce que j'ai dit là-haut, dans le salon, avec le microphone. Ce n'est pas nécessaire, dit Yasmine. Je sais que ce n'est pas nécessaire, mais je le veux. » René tourna légèrement le visage, pas assez pour regarder de face. C'était une grossièreté, inutile et publique. Elle fit une pause. « Je suis désolé. » Yasmine ne dit pas que tout allait bien, parce que ce n'était pas le cas. Elle dit seulement « Merci de l'avoir dit. » René sortit. Et dans le couloir, tandis qu'elle retournait vers l'ascenseur, elle sentit qu'elle avait fait la paix avec quelque chose, bien qu'elle ne sût pas encore exactement avec quoi. Pas avec Yasmine, pas encore. C'était plus récent et plus compliqué. Avec une version d'elle-même qu'elle avait pliée et rangée à un moment lointain, quand décider que certaines personnes n'avaient pas besoin de considération était devenu aussi automatique que respirer. Dans le salon, la vente aux enchères était terminée. Les employés ramassèrent les verres et les serviettes. Les fleurs commençaient à faner sur les bords. Déborah Castellin, la journaliste, était assise sur une chaise dans un coin, son téléphone à la main, esquissant le début d'un article dont elle ne savait pas encore où il allait se terminer. Elle avait enregistré le nom, Yasmine Saleh, et une question lui était restée en tête, depuis le moment où la jeune femme avait mentionné les contrats et le cabinet d'Istanbul, avec cette familiarité spécifique. Il y avait une histoire là. Déborah avait suffisamment d'instinct pour le savoir, et suffisamment d'instinct pour savoir aussi que l'histoire n'avait pas encore vraiment commencé. Le matin arriva avec ce bleu plomb de Paris, qui précède le soleil d'octobre, quand la ville n'a pas encore décidé si elle sera chaude ou froide et que les gratte-ciel découpent le ciel comme des dents. Yasmine se réveilla à 6 heures dans l'appartement qu'elle partageait avec sa cousine Soraya dans le quartier du Marais, un espace petit mais organisé avec cette efficacité de celle qui a appris à transformer n'importe quel endroit en foyer provisoire. Elle n'avait pas mal dormi. Il y avait en elle un calme qui parfois déconcertait les gens autour d'elle,
comme si elle avait établi un accord particulier avec l'incertitude. Elle choisit une blouse en soie couleur sable et un pantalon noir à coupe droite, discret, mais avec une finition qui en suggérait assez. Elle laissa ses cheveux détachés pour la première fois depuis des semaines. Elle sortit avec un carnet de notes et les documents contractuels qu'elle avait rangés dans son sac la veille au soir, après avoir tout numérisé avec l'application de son téléphone. En chemin vers le Grand Palais, dans le métro, elle ouvrit son carnet et révisa ses notes. La clause de préférence de rachat était le point le plus délicat. Il y avait une fenêtre d'exercice de 60 jours qui, si elle n'était pas communiquée correctement par écrit et via un canal spécifique, caduquait automatiquement. C'était le genre de détail qu'aucun traducteur sans expérience en droit contractuel international ne détecterait. Et c'était exactement le type de piège qui laissait une entreprise vulnérable des années plus tard, lorsque la croissance rendait l'option pratique pour l'autre partie. Yasmine le savait parce qu'elle avait travaillé avec de tels contrats. Elle le savait aussi parce que son père avait passé des années à étudier exactement ce type de structure contractuelle. Halil Saleh avait été un négociateur brillant, spécialiste des opérations de fusion et acquisition, naviguant entre la France, la Turquie et les pays du Moyen-Orient. Il n'était pas célèbre. Il ne l'avait jamais voulu. Mais dans les bons cercles, pendant une certaine période, son nom signifiait confiance, rigueur et une intégrité qui ne fléchissait pas. Yasmine ne pensait pas à lui tous les jours. Elle avait appris à distribuer cette présence absente au fil du temps, d'une manière qui ne la paralysait pas. Mais lorsque les documents de Karadeniz Capital arrivèrent sur sa table la veille au soir et qu'elle vit le timbre du cabinet d'avocats d'Istanbul, il y eut une seconde, juste une, où son estomac se serra. Non pas de peur, de reconnaissance. Elle ferma son carnet et le rangea lorsque le métro arriva à la station. À l'hôtel, Fabien l'attendait dans le hall avec une lettre de présentation imprimée sur du papier à en-tête du groupe Dumont et une expression qui tentait d'être professionnelle mais portait les traces d'une nuit où il avait dû réordonner plusieurs certitudes. Il lui remit la lettre, dit que la réunion commencerait à 9 heures et que les représentants de Karadeniz Capital étaient déjà à l'hôtel depuis 8h30. Et puis il dit, comme si l'information était un détail mineur, « Madame René a demandé de vous informer que vous pourrez utiliser la salle de conférence du 3e étage pour vous préparer si besoin. »« Je suis prête, » dit Yasmine, et elle monta. La salle de conférence principale du Grand Palais avait une table ovale en bois sombre qui reflétait la lumière du lustre comme un miroir dépoli. Assis d'un côté se trouvaient 3 représentants de Karadeniz Capital. Emir Arslan, associé gérant, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux blancs et à la présence mesurée qui occupait l'espace sans avoir besoin de s'imposer. À côté de lui, une conseillère juridique nommée Neslihan, jeune et précise, et un analyste financier dont Yasmine ne retint pas le nom lors de la première présentation, mais qui resta silencieux pendant presque toute la réunion. De l'autre côté, René Cavalli-Dumont arriva ponctuellement à 9 heures, en tailleur marine et l'expression équilibrant contrôle et ouverture. À sa droite se trouvait l'avocat principal, Romain Ménard. Derrière eux, Fabien avec sa tablette. Et au milieu, littéralement entre les deux groupes, se trouvait Yasmine. Emir Arslan la regarda lorsque les présentations furent faites et dit en turc quelque chose que Yasmine traduisit au présent avec une naturalité qui retira toute tension de la phrase. Il dit qu'il était inhabituel de trouver, à Paris, une médiatrice avec ce niveau de familiarité avec la terminologie juridique turque et qu'il espérait que la conversation serait productive. Yasmine lui répondit directement en turc, remerciant de la confiance, puis revint au français pour que tous puissent suivre. La réunion dura 2h20. Yasmine n'était pas seulement traductrice, elle était ce que le mot médiatrice, dans son sens le plus complet, signifiait. Lorsqu'il y avait une phrase dont la traduction littérale perdrait son poids culturel, elle faisait une pause et expliquait le contexte avant de traduire. Lorsque le ton d'Emir Arslan changeait légèrement, se durcissant autour d'une clause, elle le captait et transmettait non seulement les mots, mais la température de la communication. Une fois, elle interrompit gentiment l'équipe de René pour dire qu'une expression qu'ils utilisaient en français avait une connotation d'imposition qui, en turc, sonnait comme un manque de bonne foi et suggéra une reformulation. Romain Ménard resta silencieux un instant puis dit « Juste ». La clause de préférence de rachat fut renégociée.
Yasmine présenta les 3 alternatives qu'elle avait préparées la veille au soir, chacune équilibrant les intérêts de manière différente. Émir Arslan lut les versions en turc, posa une question technique à laquelle elle répondit sans hésitation, puis hocha lentement la tête, avec cet assentiment de qui reconnaît une compétence spécifique. Lorsque les documents furent signés, à 11h20, il y eut un moment de détente dans la salle, ce relâchement collectif des épaules qui se produit lorsqu'une longue tension peut enfin être libérée. Émir Arslan dit quelque chose à Yasmine en turc, plus bas, qu'elle reçut avec un petit sourire et ne traduisit pas immédiatement. René le remarqua, et après que les Turcs furent repartis accompagnés de Fabien à la salle de café, demanda « Qu'a-t-il dit ?» Yasmine plia ses notes et les rangea dans son sac avant de répondre. Il a dit que le groupe Dumont avait de la chance d'avoir une personne comme vous dans son équipe. Elle fit une pause. J'ai corrigé la traduction dans ma tête pour qu'elle soit plus précise. René la regarda un instant, puis dit « Quelle était la traduction littérale ?» Yasmine la fixa. Il a dit que le groupe Dumont avait de la chance d'avoir une femme avec votre esprit à proximité, mais que la personne vraiment chanceuse, c'était vous de l'avoir trouvée. Le silence qui s'ensuivit n'était pas inconfortable. C'était le genre de silence qui marque le moment où 2 personnes cessent d'être des catégories l'une pour l'autre et commencent, à grand-peine, à être réelles. René rompit le silence en disant « J'ai besoin que vous veniez travailler pour moi. Je vais y réfléchir, » dit Yasmine. Et avant que René ne puisse répondre, le téléphone de Yasmine vibra. Elle regarda l'écran. C'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas, avec un préfixe international qu'elle mit une seconde à identifier. Quand elle l'identifia, quelque chose dans ses yeux changea. Ce n'était pas de la peur, c'était quelque chose de plus ancien et de plus compliqué que cela. C'était la texture spécifique d'un passé qui frappe à la porte sans prévenir. Elle laissa le téléphone vibrer jusqu'à ce qu'il s'arrête, mais sa main, pendant une seconde, trembla légèrement sur la table. Déborah Castellin avait 2 carnets de notes, l'un pour les sujets qu'elle présentait à son éditeur, remplis de sources, de chiffres et d'une structure argumentative impeccable. Et un autre, plus petit, à couverture noire, qu'elle appelait en interne « le carnet des choses que je ne sais pas encore raconter ». Là se trouvaient les débuts d'histoire, des observations éparses, des noms qui apparaissaient dans des contextes différents sans qu'elle en comprenne encore le fil conducteur. Depuis la nuit de la vente aux enchères, le nom Yasmine Saleh était dans ce second carnet. Déborah avait passé une partie de la matinée à faire ce qu'elle savait faire, des recherches. Yasmine Saleh n'avait pas de réseaux sociaux actifs, ce qui en soi était déjà une information. Il y avait une entrée dans une base de données de professionnels de la traduction et de la médiation culturelle avec un enregistrement d'activités entre 8 et 12 ans auparavant, listant des spécialisations en turc, arabe, français et italien, avec une emphase sur les contrats internationaux. L'adresse professionnelle était celle d'une entreprise appelée Saleh & Associés, avec un siège social enregistré à Paris, annulé depuis 10 ans. Avant cela, il y avait une mention dans un bulletin d'un congrès de droit international tenu à Istanbul, où un H. Saleh avait présenté un article sur les clauses d'arbitrage dans les contrats d'acquisition transnationale. H. Saleh, Halil Saleh. Déborah avait suffisamment d'intuition pour savoir quand un nom avec une initiale pointait vers quelque chose que quelqu'un avait décidé de rendre difficile à trouver. Elle prenait un café à une table au fond du restaurant de l'hôtel, son ordinateur portable ouvert et le carnet noir à côté, lorsqu'elle vit Yasmine sortir de la salle de conférence et traverser le hall en direction de la sortie. Il y avait quelque chose dans sa posture de différent de la veille, l'épaule gauche légèrement plus tendue, le pas un peu plus pressé. Ce n'était pas du désespoir. C'était la retenue de quelqu'un qui traitait quelque chose tout en se déplaçant. Déborah ferma son ordinateur portable, laissa de l'argent sur la table et partit à sa suite. Sur le trottoir devant l'hôtel, Yasmine était arrêtée, regardant son téléphone. Déborah s'approcha avec l'objectivité directe qu'elle avait apprise comme étant plus efficace que la délicatesse calculée lorsqu'il s'agissait de quelqu'un qui savait reconnaître une performance. « Yasmine Saleh ? Je suis Déborah Castellin, journaliste. J'étais à la vente aux enchères hier soir. J'ai une question. » Yasmine la regarda sans hostilité, mais aussi sans ouverture immédiate. Une question en cache souvent plus. « Généralement, oui, » admit Déborah. « Mais je peux commencer par une.
Il y eut une seconde d'évaluation mutuelle, puis Yasmine dit « Vous pouvez parler. Halil Saleh était votre père. » La question se posa entre elles comme un objet lourd. Yasmine ne répondit pas immédiatement. Elle regarda la rue pendant quelques secondes, puis « Pourquoi demandez-vous cela ?»« Parce que j'ai trouvé son nom dans les registres d'un congrès à Istanbul, associé à des contrats internationaux, et parce que le cabinet d'avocats dont vous avez traduit les contrats hier apparaît dans les mêmes registres. » Déborah parla lentement, sans urgence. Elle avait appris que la précipitation était la principale erreur d'une journaliste face à quelqu'un qui hésitait encore à faire confiance. « Je ne construis pas une accusation. J'essaie de comprendre une connexion. » Yasmine resta silencieuse quelques secondes de plus. Puis elle dit « C'était mon père, oui, mais je ne parlerai pas de lui sur un trottoir. »« Où voulez-vous parler ?»« Nulle part pour l'instant. » Yasmine la fixa. « Mais si vous êtes bonne dans ce que vous faites, vous trouverez le fil toute seule, et quand vous le trouverez, vous comprendrez pourquoi j'ai été prudente. » Elle mit son téléphone dans son sac. « Quand vous aurez quelque chose de concret, vous pourrez m'appeler. » Elle sortit une carte de visite, simplement imprimée sur du papier lisse, avec un nom et un numéro, et la tendit à Déborah. Puis, elle s'éloigna. Déborah resta sur le trottoir, la carte à la main. Une phrase continuait de résonner. « Quand vous trouverez le fil, vous comprendrez pourquoi j'ai été prudente. » Ce n'était pas le discours de quelqu'un qui avait quelque chose à cacher. C'était le discours de quelqu'un qui savait que l'histoire était explosive et qui voulait qu'elle soit racontée de la bonne manière, par quelqu'un qui ferait d'abord le travail. Elle retourna au restaurant, ouvrit son ordinateur portable et commença à chercher. Le nom Halil Saleh et Groupe Dumont n'apparaissaient nulle part ensemble, mais il y avait un nom qui apparaissait tangentiellement dans plusieurs documents. Une entreprise appelée Terravox Conseil International. Active entre 30 et 18 ans auparavant, spécialisée dans la facilitation d'accords commerciaux entre entreprises françaises et partenaires du Moyen-Orient et d'Europe. Terravox avait été dissoute sans scandale public, sans procédure judiciaire enregistrée. Elle avait disparu en silence, comme les entreprises le font parfois lorsque quelqu'un décide qu'il est plus commode qu'elle n'existe pas. Dans le registre des associés de Terravox, Halil Saleh, associé fondateur, et le nom d'un second associé qui fit Déborah s'arrêter complètement. Auguste Dumont-Cavalli, le père de René. Déborah resta un long moment à regarder l'écran. Là-haut, au 3e étage, René Cavalli-Dumont célébrait probablement la conclusion d'un accord de plusieurs millions. Dans l'appartement du Marais, Yasmine Saleh était probablement assise à sa table, le téléphone à la main, regardant le numéro inconnu qui avait tenté de la joindre quelques heures auparavant. Et quelque part entre ces deux femmes se trouvait une histoire de plusieurs décennies que personne n'avait encore racontée, parce que personne n'avait réuni les morceaux au bon endroit, au bon moment. Déborah ouvrit le carnet noir. Elle écrivit « Terravox, Auguste Dumont, Halil Saleh » et en dessous « Pourquoi l'entreprise a-t-elle disparu ?» Pendant ce temps, au 3e étage, René avait commandé un café et était assise à la fenêtre de la salle de conférence vide, regardant l'avenue. Il y avait une satisfaction à la clôture de l'accord, mais c'était une satisfaction qui s'accompagnait d'une saveur différente de l'habituelle. C'était comme si, pendant la réunion, elle avait vu son propre travail reflété par le travail d'une autre personne et, dans ce reflet, reconnu quelque chose qu'elle ne se permettait normalement pas d'examiner. Yasmine avait fait plus que traduire. Elle avait égalisé. Elle avait mis deux cultures en dialogue d'égal à égal, sans effacer les différences, sans adoucir les tensions réelles, mais en les transformant en terrain navigable. C'était une compétence que René respectait profondément, même quand elle préférait faire semblant que ce qui importait n'était que le résultat final. Elle pensa à ce que Yasmine avait dit à propos de son père. « Mon père a disparu de la vie professionnelle. » Elle n'avait pas dit qu'il était mort, elle n'avait pas dit qu'il s'était retiré par choix. Elle avait dit « disparu » et le poids spécifique de ce mot, ce poids que Yasmine avait déposé sur elle sans cérémonie, continuait de planer quelque part dans la pensée de René comme une pierre au fond d'une eau peu profonde. Elle ne savait pas pourquoi. Pas encore. 3 jours après la vente aux enchères, René Cavalli-Dumont était au 52e étage de l'immeuble Miroir qui abritait le siège du groupe Dumont dans le centre élargi de Paris lorsque Fabien entra dans la pièce avec une expression qu'elle reconnut comme « Il faut que je te dise quelque chose que tu ne voudras pas entendre, mais que tu écouteras de toute façon. »
Il ferma la porte. Il posa une tablette sur son bureau. Une journaliste nommée Déborah Castellin a demandé une interview. Elle a dit qu'elle travaillait sur un article concernant la vente aux enchères Horizon et la négociation avec Caradenis Capital. Fabien fit une pause. Mais la demande était accompagnée d'un message que j'ai pensé que vous devriez lire avant de répondre. Le message disait, en résumé, que Déborah avait trouvé des registres de Teravox Conseil International et enquêté sur la dissolution de l'entreprise, spécifiquement la raison pour laquelle l'associé Halil Saleh avait quitté la société de manière abrupte il y a 25 ans. Le message était professionnel, non menaçant, mais se terminait par une phrase que Fabien avait soulignée. « J'ai des raisons de croire que des documents internes de l'époque pourraient éclairer d'un jour nouveau des décisions qui ont affecté des tiers. J'aimerais entendre la perspective du groupe Dumont. » Renée lut le message 2 fois. Elle resta silencieuse plus longtemps que d'habitude, puis elle demanda « Savez-vous ce qu'était Teravox ?»« Je n'en ai jamais entendu parler, » dit Fabien. « J'en ai entendu parler une fois, il y a de nombreuses années. » Elle se leva et alla à la fenêtre. Paris s'étendait en dessous d'elle dans toutes les directions, grise et dorée, immense et indifférente. C'était une entreprise de mon père, avant qu'il ne me transfère le contrôle du groupe. Que faisait-elle? Conseil international. Facilitation d'accord. Renée revint à la table. Elle a été fermée avant que je ne prenne la relève. Mon père a dit que c'était une activité qui ne correspondait pas à la nouvelle phase du groupe. Elle regarda la tablette. Je n'ai jamais remis cela en question. Il y avait une qualité spécifique dans ce silence. C'était le silence de celle qui, pour la première fois, réalise qu'il y a une question évidente qui n'a jamais été posée, et que la raison pour laquelle elle n'a jamais été posée n'était pas un manque de curiosité, mais un excès de confort. « Organisez la réunion avec Déborah, » dit Renée. « Ici, dans l'immeuble, demain matin. Et avant cela, je veux parler aux archives juridiques, tout ce qui est enregistré sur Teravox. » Ce même après-midi, Yasmine était dans l'appartement du Marais lorsqu'elle rappela le numéro inconnu qui avait tenté de la contacter quelques jours auparavant. Elle avait tardé car elle avait besoin de temps pour décider si elle voulait cette conversation. Non pas par peur, mais parce qu'elle savait que certaines conversations changent la topographie de tout ce qui vient après, et elle voulait être sûre d'être prête. L'appel fut décroché à la 2e sonnerie. La voix à l'autre bout était celle d'un homme plus âgé, avec un accent qui mélangeait le français avec quelque chose qu'elle n'identifia pas immédiatement. Il se présenta comme Sinan Demir, avocat associé à un cabinet d'Istanbul avec une succursale à Paris. Il dit qu'il avait reçu des instructions pour la localiser, que cela avait pris du temps car elle n'avait pas d'adresse professionnelle enregistrée en France. Et puis il dit, avec la délicatesse excessive de celui qui est sur le point de donner une information difficile, « Ma cliente aimerait rencontrer mademoiselle personnellement. Elle a des documents qu'elle croit être de votre intérêt, des documents sur votre père. » Le cœur de Yasmine n'accéléra pas. Elle avait passé des années à s'entraîner à cette retenue, mais la main qui tenait le téléphone se serra légèrement. « Qui est votre cliente ?»« Elle préfère se présenter personnellement, » dit Sina. « Mais je peux dire que le nom de votre père, Halil Saleh, apparaît dans des documents que cette cliente a conservés pendant plus de 2 décennies, et qu'elle a décidé, pour ses propres raisons, qu'il était temps de les remettre. » Yasmine fixa le rendez-vous 2 jours plus tard, dans un café de Saint-Germain-des-Prés qu'elle connaissait bien, avec une sortie facile et suffisamment de monde autour. Ce soir-là, elle ouvrit une boîte qu'elle gardait en haut de son armoire. À l'intérieur, il y avait des photographies, quelques papiers et un carnet d'adresses en cuir qui avait appartenu à son père. Elle l'ouvrit à la dernière page remplie. La dernière adresse notée était celle d'une entreprise à Paris, datée de 23 ans auparavant, et une observation manuscrite de son père, dans une écriture hâtive qu'elle reconnaissait. « Teravox. Je dois confirmer les enregistrements avant de prendre toute décision. » Yasmine ferma le livre. Elle resta assise longtemps dans le silence de l'appartement. Elle avait 18 ans quand son père s'est retiré de tout. Il avait dit qu'il avait besoin de temps pour résoudre des affaires professionnelles compliquées, qu'il se reverrait bientôt, que ce n'était rien de grave. Sa mère avait dit la même chose avec moins de conviction dans les yeux. Et puis les semaines se sont transformées en mois, et l'explication a continué d'être bientôt, jusqu'à ce que Yasmine grandisse suffisamment pour comprendre que bientôt est parfois la version adulte d'une réponse que personne ne sait donner. Il n'avait pas disparu au sens dramatique. Il s'était éloigné progressivement,
avait réduit le contact, simplifié sa vie de manière qu'elle n'avait comprise que bien plus tard. Quand elle l'avait visité pour la dernière fois, dans un appartement simple à Lyon, sans aucun des marqueurs de la vie qu'il avait eue auparavant, il était en bonne santé, mais il y avait quelque chose en lui de raccourci, comme s'il avait plié une partie de lui-même pour qu'elle tienne dans un espace plus petit. Il avait dit qu'il avait pris une décision qui devait être prise et qu'il en avait payé le prix, mais qu'il dormait bien la nuit. Elle avait voulu en demander plus, mais l'avait laissé choisir ce qu'il racontait. C'était aussi de l'amour. Maintenant, le carnet d'adresse à la main et le nom Teravox vibrant en elle, comme le numéro inconnu qui avait sonné quelques jours auparavant, Yasmine commençait à comprendre que toutes les lignes convergeaient et que la réunion de demain au Grand Palais, l'article de la journaliste, l'offre d'emploi de René et la cliente mystérieuse de l'avocat d'Istanbul n'étaient probablement pas des coïncidences séparées. C'étaient des parties de la même carte, et elle se trouvait au centre sans avoir été prévenue. Elle remit le livre dans la boîte. Elle referma l'armoire, puis elle prit son téléphone et, après quelques hésitations, envoya un message à Déborah Castellin. « Quand vous voulez parler, je suis disponible, mais nous devons convenir de quelques règles avant. » La réponse vint en moins de 2 minutes. « Quand et où vous voulez ?» Déborah et Yasmine se rencontrèrent le lendemain matin dans un café de Saint-Germain-des-Prés, différent de celui que Yasmine avait choisi pour son rendez-vous avec Sinan Demir, car cette conversation exigeait un espace différent. Elles s'assirent dans un coin avec vue sur la rue et aucun voisin de table proche. Déborah avait son carnet ouvert. Yasmine avait les mains sur la table, sans objet entre elles. Les règles étaient simples. Yasmine parlerait en tant que source avec possibilité d'être identifiée à l'avenir, mais pas avant d'avoir donné son accord sur le bon moment. Aucune information sur son père ne serait publiée avant qu'elle ne puisse confirmer qu'il en était conscient et qu'il n'y aurait pas de conséquences directes pour lui. Déborah accepta. Yasmine commença à parler. Elle raconta l'histoire de son père avec suffisamment de détails pour que la journaliste en comprenne le contexte. Halil Saleh avait fondé Teravox avec Auguste Dumont en tant que partenariat de facilitation internationale. Le modèle était légitime. L'entreprise intermédiarisait les négociations entre groupes français et investisseurs du Moyen-Orient et d'Europe, gagnant une commission sur les accords réussis. Pendant des années, cela fonctionna. Mais à un certain moment, Halil commença à percevoir que certains accords facilités par Teravox impliquaient des structures financières qui ne correspondaient pas à ce qui était officiellement enregistré. Des montants étaient sous-déclarés dans certaines transactions. Des commissions allaient vers des comptes qu'il ne reconnaissait pas. La différence entre ce qui était déclaré et ce qui circulait était considérable. Yasmine dit cela d'une voix neutre, comme quelqu'un qui décrit une irrégularité comptable, non une tragédie personnelle. Mais Déborah, qui savait écouter au-delà des mots, perçut qu'il y avait un effort spécifique dans cette neutralité. Halil avait confronté Auguste. La réponse qu'il reçut fut, selon Yasmine, qu'il interprétait mal les registres, qu'il y avait des raisons comptables aux structures utilisées, qu'il devait faire confiance au processus. Quand Halil ne recula pas et dit qu'il voulait soumettre la question à un auditeur indépendant, l'ambiance changea. Il n'y eut pas de menace explicite, selon ce que le père avait raconté à sa fille des années plus tard. Il y eut un refroidissement, un éloignement progressif, une série de mouvements qui aboutirent à la résiliation du contrat d'associé d'Halil avec le paiement d'une indemnité qu'il accepta en échange d'un accord de confidentialité. « Il a signé un accord de silence ?» demanda Déborah. « Oui, pour protéger sa famille. » Yasmine regarda la fenêtre. Il disait que l'accord portait sur le fait de ne pas parler publiquement des termes de la dissolution de la société, pas sur le fait de nier ce qu'il avait vu. Il y a une différence juridique importante là. Il y a une différence juridique importante là, confirma Yasmine, et je pense qu'il le savait. Mais il savait aussi que se battre aurait un coût qu'il n'était pas prêt à imposer à sa famille. Déborah écrivit dans son carnet pendant quelques secondes, puis elle leva les yeux. « Yasmine, j'ai trouvé des registres qui suggèrent que les structures comptables que votre père a identifiées au sein de Teravox n'ont pas été closes avec la fin de l'entreprise. Il y a des transferts avec des schémas similaires dans d'autres entités du groupe Dumont à des dates beaucoup plus récentes, et les signatures autorisant ces transferts sont sous le nom de l'actuelle directrice financière du groupe. » Elle fit une pause. « Qui répond à René ?»
Le silence qui s'ensuivit avait une texture différente des silences précédents de la conversation. C'était le genre de silence où une pièce s'emboîte dans un puzzle que vous assembliez depuis longtemps, et l'emboîtement confirme quelque chose que vous attendiez mais qui pèse tout de même. « René le sait ?» demanda Yasmine. « Je ne peux pas le savoir avec certitude, mais les registres sont suffisamment récents pour que la question soit légitime. » Déborah ferma son carnet. « Je marque une réunion avec elle demain matin. J'apporterai les copies des documents que j'ai, et je lui poserai exactement cette question. » Yasmine resta silencieuse un long moment. Puis elle dit « Je veux être présente à cette réunion. » Déborah la regarda. « Pourquoi ? » « Parce que si René ne savait pas, elle aura besoin de quelqu'un qui comprenne l'historique complet pour l'aider à traiter ce que cela signifie. » Yasmine parla avec ce calme qui n'était pas froid, mais structuré. « Et si elle savait, je préfère aussi être dans le même espace quand cette conversation aura lieu. » Déborah réfléchit quelques secondes. « Je vais le lui demander, mais je ne peux pas garantir qu'elle acceptera. »« Elle acceptera, » dit Yasmine. Et il y avait dans cette phrase non pas de l'arrogance, mais le genre d'assurance de celle qui connaît la dynamique d'un espace mieux que la personne la plus puissante à l'intérieur. Cet après-midi-là, au 52e étage du groupe Dumont, René avait reçu le matériel qu'elle avait demandé aux archives juridiques. Il y avait peu de papier. Teravox avait une documentation éparse, en partie fragmentée, comme c'est souvent le cas avec les entreprises closes avant la numérisation systématique. Mais il y avait un mémorandum interne, tapé à la machine, daté de 24 ans auparavant, signé par son propre père. Le mémorandum était adressé au département financier et mentionnait une révision des procédures d'enregistrement des commissions internationales pour adéquation aux nouvelles directives du groupe. C'était un langage corporatif suffisamment vague pour ne rien dire directement, et suffisamment spécifique pour, à qui connaissait le contexte, tout dire. René relut 3 fois. Puis elle appela la directrice financière du groupe, Simone Bertrand, et fixa une réunion pour la fin de cet après-midi. Quand Simone arriva, René était assise avec le mémorandum sur la table et dit sans préambule « J'ai besoin que vous m'expliquiez les enregistrements des commissions internationales des 5 dernières années. Tous. Et toute entité hors bilan principal que vous connaissez. » Simone devint pâle, non pas de culpabilité immédiate, mais avec la pâleur de quelqu'un qui reconnaît qu'une conversation qu'elle avait mentalement repoussée depuis trop longtemps était enfin arrivée. « René, » dit-elle après un moment, « il y a des choses que j'aurais dû vous dire il y a plus longtemps. » René la regarda avec le même calme qu'elle avait reconnu chez Yasmine quelques jours auparavant. Ce calme qui n'était pas une absence de sentiment, mais une présence totale de contrôle. « Alors dites-le-moi maintenant. » Et le début de cette conversation fut la fin de bien d'autres que René avait eues avec elle-même pendant des années, sur l'étendue de ce qu'elle avait construit, et sur ce que, sans le vouloir, ou peut-être avec le confort commode de ne pas poser de questions, elle avait hérité avec l'Empire. La réunion au 52e étage eut lieu à 9 heures du matin le lendemain, avec le soleil d'octobre qui taillait déjà le verre miroir de l'immeuble en angle blanc et aigu. Déborah avait demandé à René la présence de Yasmine, et, comme prévu, René avait dit oui après un court silence. Lorsque Yasmine entra dans la salle, René la reçut debout, contrairement à la nuit de la vente aux enchères, et aussi différemment du matin de la réunion avec les Turcs. Il y avait en elle la qualité spécifique de quelqu'un qui avait passé la nuit précédente en dialogue honnête avec elle-même et en était ressortie un peu moins arrogante et un peu plus claire. Les 3 femmes s'assirent autour d'une extrémité de la longue table. Déborah posa sur elle les copies des documents, les registres comptables avec les schémas de transfert qu'elle avait identifiés, le mémorandum du père de René et un relevé chronologique qu'elle avait établi reliant les anciens registres de Teravox à des structures similaires détectées dans des rapports financiers plus récents du groupe. Le travail était solide. C'était le genre d'article qui, publié, aurait des conséquences. René regarda les documents pendant un long moment. Déborah ne pressa pas. Yasmine resta silencieuse. Quand René leva les yeux, elle dit « Simone m'a tout raconté hier. La voix était ferme, mais il y avait quelque chose en elle qui n'était pas une armure. C'était une exposition délibérée. Il existe une structure de commission non déclarée depuis l'époque de Teravox. Elle a été maintenue après la fermeture de l'entreprise par le biais d'entités intermédiaires.
Simone a hérité de la gestion de cela de son prédécesseur il y a 8 ans. Elle savait que c'était irrégulier, mais s'est justifiée en se disant qu'elle n'avait pas créé le problème. René s'arrêta. Cette justification ne fonctionne pas. Elle était responsable. Et vous ? Demanda Déborah directement. Je ne connaissais pas les détails, mais je savais qu'il y avait des choses dans les coulisses financières que je préférais ne pas examiner. René dit cela sans détourner le regard. Et ce n'est pas de l'innocence, c'est un choix de ne pas savoir, et ce choix a un nom. Yasmine resta silencieuse un instant. Une partie d'elle était venue dans cette salle s'attendant à de la colère et trouva autre chose. Quelque chose de plus difficile à savoir comment y répondre, parce que cela ne tenait pas dans une catégorie simple. « Déborah, dit Yasmine après un moment, de quoi avez-vous besoin maintenant pour l'article ?» Déborah la regarda. « J'ai besoin que René confirme ce qu'elle vient de me dire dans un enregistrement formel, et j'ai besoin d'accéder aux documents internes qui soutiennent la chronologie. »« Vous aurez les deux, » dit René, « mais j'ai besoin de temps pour lancer un audit indépendant avant toute publication. Non pas pour bloquer l'article, mais pour que, lorsqu'il paraîtra, un processus soit déjà en cours, montrant que l'entreprise prend de réelles mesures. » Déborah réfléchit. « Combien de temps ? 2 semaines. 1. 10 jours. » D'accord. Déborah ferma son dossier. Il y avait là un type de négociation qui ne portait pas sur le pouvoir, mais sur la forme qui causerait le moins de dommages à des personnes qui n'avaient pas choisi d'être au centre de cette histoire. Yasmine reconnaissait ce format. Elle y avait travaillé pendant des années. Puis René tourna son visage vers Yasmine. Il y avait quelque chose qu'elle portait depuis la veille et qu'elle n'avait pas encore dit à voix haute. Elle respira profondément. « Votre père, ce qui lui est arrivé a été une conséquence directe d'une décision que mon père a prise pour protéger une structure qu'il avait créée. Votre père a essayé de faire ce qui était juste et a été réduit au silence pour cela. » Elle fit une pause. « C'est une injustice à laquelle le groupe Dumont est directement lié. » Yasmine ne dit rien pendant un instant. Puis, « Mon père va bien. Il est vivant et il va bien. » Il y avait une emphase dans cette phrase qui était plus qu'une information. C'était la délimitation minutieuse de ce qui était dit et de ce qui ne l'était pas. Ce que vous me dites, c'est qu'il y a une reconnaissance formelle de responsabilité. Je dis que je vais créer un fonds de réparation pour les personnes qui ont été directement affectées par des pratiques irrégulières au sein de la structure historique du groupe. René dit cela avec la fermeté de celle qui a pris une décision pendant une nuit d'insomnie et est arrivée le lendemain avec elle sédimentée, et que votre père sera la première personne à recevoir une communication formelle à ce sujet avec une reconnaissance explicite. Yasmine la regarda longuement. Ce regard avait la même qualité que celui de la nuit de la vente aux enchères, mais sans aucune de la distance d'alors. C'était le regard d'une personne qui en évalue une autre avec une attention complète, sans hâte de conclure. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle. « Vous auriez pu gérer cela autrement. Audit discret, ajustement silencieux. Personne n'aurait su. »« Je l'aurais su, » dit René. Et puis avec une simplicité qui n'avait rien d'une performance. « Et vous l'auriez su. » Le silence qui s'ensuivit fut du genre qui n'a pas besoin d'être comblé. Déborah regarda les 2 femmes et eut la sensation, aiguisée par des années de profession, qu'elle assistait à un moment non pas journalistique, mais humain dans un sens qui précédait toute publication. Puis le téléphone de Yasmine vibra. Elle regarda l'écran. C'était Sinan Demir, l'avocat d'Istanbul. Le message disait que la cliente était arrivée à Paris et voulait avancer le rendez-vous à cet après-midi si possible. « Je dois y aller, » dit Yasmine en se levant. « J'ai une réunion que je ne peux plus reporter. »« Avec qui ?» demanda René. Yasmine resta une seconde, son sac à la main. Puis elle répondit « Avec une personne qui dit avoir des documents sur mon père. Je ne sais pas encore qui c'est. » René et Déborah échangèrent un regard rapide. Il y avait là une nouvelle couche qui se déployait, et toutes les 3 le sentaient. L'histoire qui ne se terminait pas là où elle avait commencé, mais continuait de s'ouvrir comme ces livres où chaque chapitre révèle que le précédent n'était qu'un prologue. « Vous me direz comment ça s'est passé ?» dit René. Et il y avait dans la phrase quelque chose qui n'était pas le langage d'une employeuse à une employée. C'était le langage de quelqu'un qui commençait à comprendre que les histoires des 2 femmes étaient entrelacées de manière qu'aucune d'elles n'avait choisi, mais que toutes 2 devraient choisir quoi en faire à partir de maintenant.
Je vous dirai, dit Yasmine, et elle sortit. Le café de Saint-Germain-des-Prés avait cette atmosphère spécifique des lieux qui existent depuis assez longtemps pour accumuler une quiétude propre. Sol carrelé ancien, table de marbre, lumière qui entrait par la fenêtre sous un angle de fin de matinée. Yasmine arriva 5 minutes avant l'heure convenue et choisit la table du fond qu'elle avait mentalement réservée pour cette rencontre depuis qu'elle avait fixé l'heure. Elle commanda de l'eau. Elle attendit. Sinan Demir arriva ponctuel, un homme d'une 60aine d'années avec l'allure sereine des avocats, qui ont appris à gérer les émotions d'autrui pendant des décennies. À côté de lui se trouvait une femme. La femme avait 70 ans ou près de cet âge. Cheveux blancs coupés courts, posture impeccable mais non rigide, yeux sombres qui semblaient avoir déjà décidé de beaucoup de choses. Elle portait une blouse en soie bleu marine et tenait une mallette en cuir qui avait clairement accompagné de nombreuses réunions importantes. Quand elle et Yasmine se regardèrent pour la première fois, il y eut une reconnaissance étrange que Yasmine ne put nommer immédiatement. « Mon nom est Leila Arslan », dit la femme en français avec un léger accent. « Je suis la mère d'Emir Arslan, que vous avez rencontré à la réunion du Grand Palais. » Yasmine resta silencieuse un instant. Elle fit le lien. Emir Arslan, de Karadeniz Capital, l'associé gérant qui avait mené la négociation avec le groupe Dumont. La personne qui, avant de quitter cette salle, avait dit quelque chose en turc qu'elle avait traduit avec une modification. La mère. « Pourquoi vouliez-vous me rencontrer ?» demanda Yasmine. Leila ouvrit la mallette avec des mouvements prudents, comme si elle ouvrait quelque chose qu'elle avait conservé très longtemps. Elle en retira une enveloppe et la posa sur la table entre elles. « Parce que je connais votre père, dit-elle. Je connais Halil Saleh bien avant votre naissance. » Yasmine n'ouvrit pas l'enveloppe immédiatement. Elle regarda la femme. « Comment ? Je travaillais dans une banque à Istanbul dans les années 1980. Votre père est venu plusieurs fois en Turquie pour des raisons professionnelles. Nous sommes devenus amis. Quand il a commencé à travailler chez Terravox, il utilisait parfois mes contacts locaux comme référence. C'était des années où les relations personnelles étaient plus importantes que toute structure formelle. » Leila fit une pause. « Et quand les choses ont commencé à devenir difficiles pour lui, c'est à moi qu'il a écrit. » Yasmine ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait des lettres, écrites à la main en français sur du papier qui avait légèrement jauni sur les bords. Elle reconnut l'écriture de son père avant même de lire un mot. Son estomac ne se serra pas cette fois. C'était une sensation différente, plus proche de ce qui se passe quand on retrouve quelque chose qui était perdu et dont l'absence a coûté cher. Elle lut la première lettre lentement. Elle était datée d'il y a 23 ans. Son père écrivait sur ce qu'il avait trouvé dans les registres de Terravox, décrivant les irrégularités avec précision, mais sans les noms de ceux qui en étaient directement responsables. Puis il décrivait la conversation avec l'associé, la résistance qu'il avait rencontrée, l'accord qu'il avait été contraint de signer. À la fin de la lettre, il y avait une phrase que Yasmine lut 2 fois. « Je préfère perdre la bataille que perdre mon intégrité, mais il est difficile d'expliquer cela à ceux que l'on aime. » La deuxième lettre datait de 2 ans plus tard. Son père écrivait sur la famille, sur Yasmine qui était à l'université et avait commencé à apprendre une nouvelle langue. Il y avait de l'affection, de la fierté et une mélancolie discrète qu'il essayait de dissimuler avec humour. À la dernière ligne, « Je garde ces registres non comme une arme, mais comme une mémoire, pour que si un jour la vérité a besoin de soutien, elle sache où elle se trouve. » La troisième lettre n'était pas écrite pour Leila. Elle était écrite pour Yasmine. Elle était plus courte. Elle était datée d'il y a 15 ans. Elle commençait « Ma fille, si tu lis ceci, c'est parce que Leila a pensé que c'était le bon moment. Fais confiance à son jugement. » Yasmine plia la lettre avec soin. Elle resta un long moment sans parler. Leila attendit avec la patience de quelqu'un qui avait gardé ce dossier pendant des décennies et savait qu'il n'était pas nécessaire de presser ce qui avait mis si longtemps à arriver. « Pourquoi maintenant ?» demanda Yasmine. « Pourquoi pas avant ?»« Parce qu'avant, livrer cela aurait créé un problème sans qu'il y ait de solution visible, » dit Leila. « J'ai gardé ces lettres parce que votre père m'a demandé de les garder et parce que je savais qu'il y avait un bon moment. » Elle entrelaça ses doigts sur la table. « Quand mon fils m'a parlé de la négociation avec le groupe Dumont et a mentionné le nom de la traductrice, j'ai su que c'était le moment. » Yasmine traita cette information. Le fil qui avait commencé à la vente aux enchères était passé par la salle de conférence
avait parcouru les documents, était arrivé à la réunion au 52e étage, continuait de s'étendre dans le temps d'une manière qu'elle n'avait pas imaginée. Karadenis Capital n'était pas arrivé au groupe Dumont par hasard. Il y avait un réseau de relations, d'histoires et de comptes ouverts qui convergeaient en ce point de Paris en cet octobre spécifique. « Qu'y a-t-il autre chose ?» demanda Yasmine. Leïla sortit un second enveloppe de la mallette, plus épaisse. « Votre père m'a envoyé des copies de registres qu'il a pris avant de signer l'accord. Ce n'étaient pas des documents confidentiels du groupe, c'étaient des notes personnelles et des comptes rendus de réunions qu'il avait menés en tant que représentant de Terravox, et donc légitimement sa propriété. » Elle glissa l'enveloppe sur la table. « Ce sont des preuves de réunions où les structures irrégulières étaient discutées, avec des dates, des participants et des montants. Cela, avec ce que votre journaliste a trouvé, est suffisant pour un audit complet. » Yasmine regarda l'enveloppe pendant quelques secondes, puis elle dit « Mon père savait que cela pourrait être nécessaire un jour. »« Il l'a toujours su, » dit Leïla. « C'était un homme très intelligent. Seulement l'intelligence et le pouvoir ne sont pas la même chose, et il savait aussi où se trouvait la frontière entre les deux. » Yasmine prit les deux enveloppes et les mit dans son sac avec le même soin que Leïla avait utilisé pour les sortir de sa mallette. Puis elle regarda la femme et dit « Merci d'avoir gardé. »« C'était le moins que je pouvais faire, » dit Leïla. « Et je peux faire plus, si besoin. Mon fils est prêt à collaborer avec tout processus de vérification que le groupe Dumont entreprendra. Karadenis Capital a intérêt à avoir des partenaires qui bâtissent sur des bases solides. » Yasmine sortit du café avec les enveloppes dans son sac et la sensation étrange et non désagréable de celle qui marche sur un terrain qui vient d'être cartographié. La rue était pleine de monde, de voitures, du bruit habituel de Paris qui ne s'arrête jamais. Elle marcha lentement, sans hâte d'aller nulle part, laissant le poids de cette conversation se poser correctement avant de décider de la prochaine étape. Elle sortit son téléphone de son sac. Elle regarda le numéro de René maintenant enregistré dans son répertoire. Elle resta quelques secondes le pouce sur l'écran. Puis elle écrivit un court message. « J'ai les documents. Nous devons parler. » La réponse vint en moins d'une minute. « Venez maintenant, je vous attends. » Le 52e étage du groupe Dumont avait un balcon vitré que peu de gens utilisaient parce que la hauteur était perturbante. René l'utilisait pour penser. Elle y était quand Yasmine arriva, le dos à la pièce, regardant la ville qui s'étendait dans toutes les directions, par un après-midi qui avait décidé d'être limpide, avec ce bleu de Paris les jours où la ville se révèle belle de manière inattendue. Elle se retourna quand Yasmine entra. Fabien s'était retiré à sa demande. Elles étaient seules. Yasmine posa les deux enveloppes sur la table basse du salon exécutif, à côté de la fenêtre. Elle raconta l'histoire de Leïla Arslan et des lettres de son père de manière directe, sans dramatiser, sans en retirer le poids, laissant les faits faire le travail qui leur incombait. René écouta debout, les bras croisés, mais non dans une posture défensive. C'était la posture de celle qui a besoin d'une certaine retenue physique pour ne pas s'effondrer pendant qu'elle traite l'information. Quand Yasmine eut terminé, René alla à la table et prit l'enveloppe avec les copies des registres. Elle lut pendant quelques minutes. Chaque page confirmait ce que Simone avait raconté, mais sous un angle différent, celui de celle qui avait tenté de dénoncer et avait été réduite au silence au lieu d'être écoutée. Chaque transfert irrégulier listé dans les notes d'Alil correspondait à des registres que l'équipe juridique avait identifiés au cours des 24 dernières heures pendant le balayage que René avait ordonné. Elle remit l'enveloppe. Ces documents iront à l'audit indépendant aujourd'hui, avec tout ce que nous avons en interne. Elle s'arrêta. Et je vais appeler mon avocat pour initier les procédures de présentation volontaire aux autorités réglementaires. Yasmine ne dit rien pendant un instant. Puis, cela aura un coût élevé pour vous. Cela aura un coût beaucoup plus élevé si je ne le fais pas. René dit cela sans la mélodie de celle qui se montre noble pour un public. C'était le discours de celle qui est parvenue à une conclusion pratique après une nuit et un jour d'analyse. Et ce n'est pas une question de coût. C'est une question de ce que je suis capable de continuer à être après avoir su ce que je sais. Les deux restèrent silencieuses un moment. Dehors, Paris continuait, indifférente et immense. Il y avait quelque chose de presque comique dans la grandeur de cette ville, comparée à l'ampleur des conversations que les gens avaient en son sein. Ces conversations qui pouvaient changer la trajectoire de plusieurs années,
par un après-midi d'octobre ensoleillé. « Votre offre d'emploi tient toujours ?» demanda Yasmine. René la regarda avec une expression qui contenait une curiosité authentique. « Oui, mais puis-je demander pourquoi vous avez changé d'avis ?»« Parce que ce qui s'est passé ces derniers jours m'a montré qu'il y a des choses qui doivent être réparées de l'intérieur. » Yasmine garda les yeux un instant sur la fenêtre avant de revenir à René. « Et parce que travailler pour quelqu'un qui est prêt à payer le prix de l'honnêteté est différent de travailler pour quelqu'un qui utilise l'honnêteté comme slogan. » René resta silencieuse. Il y avait dans cette phrase une reconnaissance qui n'était pas un compliment, mais était plus utile qu'un compliment. « Quel poste voulez-vous » ? Directrice des relations internationales et de la médiation culturelle. Yasmine dit cela sans hésitation, avec une réelle autonomie d'action et un accès direct à la direction. « Vous demandez exactement ce que vous devriez demander. »« Je sais. » René tendit la main. Yasmine la serra. C'était un geste simple, presque désuet, de ceux qui fonctionnent justement parce qu'ils sont trop directs pour avoir besoin d'interprétation. Ce soir-là même, Yasmine appela son père à Lyon. Alil Saleh répondit d'une voix toujours posée, cette voix qu'elle avait appris à écouter comme une carte de sécurité pendant les années les plus difficiles. Elle raconta tout progressivement, le laissant absorber avant d'avancer. Quand elle arriva au point des lettres que Leïla avait gardées, il y eut une longue pause de l'autre côté. Puis elle entendit un son que son père essaya de contenir, mais n'y parvint pas complètement. Une sorte d'expiration qui était plus une libération qu'un sanglot, la respiration de quelqu'un qui avait porté quelque chose de lourd si longtemps qu'il avait oublié que la légèreté était possible. « Je savais qu'elle allait les garder, » dit Alil, « mais je ne savais pas si le moment viendrait. »« Il est venu, » dit Yasmine. « Et René Dumont ? Elle sait tout. Elle sait, et elle prend des mesures. » Un autre silence, plus court cette fois. « Comment est-elle » Yasmine réfléchit une seconde. « Elle est difficile et honnête, dans la meilleure combinaison possible. » Alil eut un léger rire. Elle ressemble à son père quand il était jeune, avant les mauvais choix. Il fit une pause. Avant les miens aussi. Et Yasmine voulut lui demander ce qu'il voulait dire par là, mais décida de le laisser pour une autre conversation. Une conversation en personne, de celle qui nécessite une table, un café et du temps sans hâte. « Je veux te rendre visite ce week-end, » dit-elle. « Toujours, » dit-il. 2 jours plus tard, Déborah Castellin publia sur son profil professionnel une brève note indiquant qu'elle travaillait sur un reportage de fond sur les pratiques financières historiques au sein de groupes d'entreprises français avec des ramifications internationales, et que l'article serait publié dans 10 jours avec des interviews et une documentation complète. Elle ne mentionna pas de nom. Elle n'en avait pas besoin. Ceux qui devaient savoir qu'ils étaient dans l'histoire en reconnaîtraient le contour. Au même moment, le département communication du groupe Dumont publia une note informant que l'entreprise avait volontairement initié un audit indépendant de ses pratiques financières historiques et qu'elle collaborerait pleinement avec toute enquête réglementaire pertinente. La note était signée par la présidente Renée Cavalli-Dumont et se terminait par une phrase qu'aucun rédacteur corporatif n'avait écrite car Renée avait insisté pour l'écrire elle-même. Les entreprises saines ne sont pas celles sans erreur dans leur historique. Ce sont celles qui ont le courage de les regarder en face. La phrase circula. Elle généra débat. Elle généra des éloges et du scepticisme dans des mesures que Renée avait plus ou moins correctement calculées. Ce qu'elle n'avait pas calculé, et qui l'a surpris d'une manière qu'elle mit du temps à nommer, fut le message qu'elle reçut de Yasmine ce soir-là, simple et sans fioriture. « J'ai vu la note. Bien écrit. » Renée répondit avec un emoji pouce levé, ce qui était exactement le niveau de sophistication émotionnelle disponible pour elle à ce moment précis, puis rit d'elle-même pour la première fois depuis des semaines. Il restait encore beaucoup à faire. L'audit prendrait des mois. Le fonds de réparation aurait besoin d'une structure et de critères clairs. Le processus réglementaire aurait ses propres exigences et ses propres rythmes lents. Et la nouvelle configuration du groupe Dumont avec Yasmine, dans une position d'influence réelle, serait mise à l'épreuve par toutes les résistances que tout véritable changement rencontre. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air de l'entreprise cette semaine. Certaines personnes le décrivaient comme de la légèreté, d'autres comme de la tension. René pensait que les deux choses étaient exactement la même, le sentiment d'être au début de quelque chose,
quand on ne sait pas encore si cela va réussir, mais on sait que c'est réel. Et cela, elle l'avait appris de la manière la plus coûteuse possible, était le seul type de commencement qui en valait la peine. 6 semaines après la nuit de la vente aux enchères, le Grand Palais Paris accueillit de nouveau un public en tenue de soirée. Cette fois, ce n'était pas une vente aux enchères. C'était une conférence de presse avec dîner, organisée par le groupe Dumont pour présenter les résultats préliminaires de l'audit indépendant et annoncer la structure du Fonds Dumont de réparation et de transparence, créé pour reconnaître formellement les partenaires historiques qui avaient été lésés par des pratiques financières irrégulières identifiées dans l'enquête. Le même lustre de cristal, les mêmes tables avec du lin blanc, mais une géométrie différente de qui était où. Renée monta sur scène à 20 heures précises. Elle portait du noir sans accessoires excessifs et parla sans le microphone de présentatrice d'événements qu'elle avait utilisé 6 semaines auparavant. Elle parla avec le microphone de celle qui a quelque chose de spécifique à dire et préfère la clarté à la performance. Elle présenta les conclusions de l'audit sans euphémisme. Des irrégularités historiques avaient été identifiées sur une période de 26 ans, originaires avant son contrôle de l'entreprise, mais perpétuées par une absence de supervision effective sous sa gestion. La responsabilité était, à des degrés divers, de plusieurs personnes. L'obligation de corriger incombait entièrement à l'entreprise. Elle annonça les mécanismes du fonds, les critères d'éligibilité, et que le processus avait été initié en collaboration volontaire avec l'Autorité des marchés financiers, AMF, et la Banque de France. Elle dit que la directrice financière avait été licenciée et que les procédures internes avaient été repensées. Elle dit qu'il y avait autre chose. Elle appela Yasmine par son nom. Yasmine était assise à l'une des tables, pas sur scène. Renée expliqua, pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire, que Yasmine Saleh était la nouvelle directrice des relations internationales du groupe Dumont, et que c'était elle qui, en traduisant des contrats un soir d'octobre, avait mis en mouvement un processus qui devait se produire. Elle n'utilisa pas le mot « héros », elle n'utilisa pas le mot « rédemption », elle utilisa le mot « conséquence ». Elle dit que Yasmine avait été la conséquence de mauvais choix, qui avait finalement trouvé quelqu'un qui ne pouvait être ignoré. Dans le salon, les gens regardèrent Yasmine. Elle reçut ces regards avec le même calme habituel, que tout le salon savait maintenant n'être pas de la timidité. Puis Renée dit la dernière chose qu'elle avait préparée. Il y a une personne qui aurait dû être écoutée il y a 25 ans lorsqu'elle a tenté de faire ce qui était juste au sein de la structure qu'elle a fondée avec moi, avec mon père. Cette personne a payé un prix qui n'était pas juste. Son nom est Halil Saleh. Elle fit une pause. Le fonds a été structuré en reconnaissance formelle de l'intégrité qu'il a démontrée lorsque l'intégrité coûtait cher. Et je voudrais m'excuser publiquement pour l'omission qui a permis que ce coût existe. Dans le salon, il y eut un silence. Yasmine regarda la table pendant quelques secondes. Puis, elle leva les yeux et hocha légèrement la tête en direction de Renée, un petit geste que personne d'autre qu'elle deux ne put lire complètement. Déborah Castellin, assise 2 tables plus loin, écrivit dans son carnet noir « L'histoire ne se termine pas sur scène. Elle commence après. » À la fin du dîner, lorsque les conversations se répartirent par groupe et que le salon retrouva son bourdonnement habituel de relations en construction et en réévaluation, Yasmine sortit par la porte latérale et resta quelques minutes sur la terrasse extérieure du 2e étage avec la vue sur l'avenue en contrebas. Le professeur Marcel Fournier sortit derrière elle avec 2 verres d'eau et resta à ses côtés, sans parler pendant un moment. Puis il dit « Avez-vous déjà pensé à enseigner ?» Yasmine se tourna vers lui avec une expression mêlant l'étonnement sincère et le rire contenu. « Non. Réfléchissez. » Il parla avec le poids spécifique de celui qui a passé des décennies à mesurer l'impact d'une langue enseignée au bon moment. Ce que vous avez fait dans la salle de conférence ce matin-là n'était pas seulement de la traduction, c'était une transformation. Il y a des gens qui attendent d'apprendre cela. Yasmine resta silencieuse. Elle regarda la ville. Paris la nuit avait cette lueur dense et chaotique de celle qui ne décide jamais de dormir vraiment. Il y avait quelque chose là-dedans qu'elle avait toujours reconnu comme un parent d'elle-même. Une ville qui n'était pas belle facilement, qui exigeait que vous sachiez regarder, qui avait trop de couches pour ceux qui passaient vite, mais révélait tout à ceux qui restaient. Peut-être, dit-elle, mais pas maintenant. Quand vous voulez, dit Marcel.
De l'autre côté du salon, à travers la vitre du balcon, René conversait avec Émir Arslan, qui avait voyagé spécialement pour l'événement. Il y avait entre eux la qualité spécifique d'une négociation qui s'était transformée en respect mutuel. Cette transformation rare qui se produit lorsque deux parties d'une table découvrent que ce qui les séparait était moins important que ce qui les rapprochait. Émir dit quelque chose qui fit rire René. Un rire différent des rires de la vente aux enchères d'il y a 6 semaines. Ce n'était pas le rire de celle qui est puissante, c'était le rire de celle qui est, pour la première fois depuis longtemps, dans un endroit où elle n'a pas besoin de gérer sa propre image à chaque seconde. Yasmine vit cela de l'extérieur et resta silencieuse un instant. Puis, elle rentra dans le salon. Halil Saleh n'avait pas assisté à l'événement. Yasmine l'avait appelé la veille pour l'informer que son nom serait mentionné, et il avait dit, avec ce calme qu'elle reconnaissait comme un héritage d'elle-même, « Je n'ai pas besoin d'être là. Vous y êtes. C'est suffisant. » Elle avait un peu discuté, comme c'était leur habitude depuis toujours, et il avait dit « Yasmine, certaines présences fonctionnent mieux à distance. Je l'ai appris de la manière la plus longue possible. » Elle avait ri. Il avait ri aussi. Et il y avait dans ce rire partagé par téléphone quelque chose qui compensait des années d'absence d'une manière qu'aucune réparation financière ne pourrait calculer, mais qui existait comme un fait indépendant de tout calcul. Le lendemain matin, Yasmine était à son nouveau bureau au Groupe Dumont, un espace encore sans les ornements personnels qui arrivent quand quelqu'un décide de rester, quand le téléphone sonna. C'était Déborah. « L'article sera en ligne aujourd'hui à 10 heures, dit-elle. « Vous avez vu la version finale ? » « Oui, il est bien écrit. »« Merci. » Une pause. « Comment allez-vous » Yasmine regarda par la fenêtre du bureau une fraction du skyline de Paris que l'angle du 14e étage offrait. Un morceau de ville plus petit que celui du 52e, mais un morceau qu'elle avait choisi par ses propres mérites. « Je vais bien, dit-elle. Je commence. » Et c'était exactement la vérité. Cher auditeur, si l'histoire de Yasmine et René a touché quelque chose en vous, si le poids d'une langue parlée au bon moment a serré votre cœur, ou si le courage d'une reconnaissance tardive vous a donné de l'espoir, alors sachez qu'il y a bien d'autres histoires comme celle-ci qui vous attendent ici sur la chaîne. Chaque épisode que nous publions est construit avec soin, avec la même attention qu'une bonne traductrice consacre à chaque mot, pour que rien ne se perde en chemin entre celui qui raconte et celui qui écoute. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Laissez votre like si ce récit vous a marqué et dites-nous en commentaire quel a été le moment qui vous a le plus surpris. L'histoire de Yasmine nous rappelle que la personne qui sert le plateau peut être la plus indispensable de la pièce, que le langage est pouvoir et que la vérité, même lorsqu'elle tarde, a une façon de trouver son heure. À la prochaine histoire. Fin de l'histoire.